Ok, donc aujourd'hui, cours de biosté number one de révision. Ah, Juliette, tu as parlé comme ça? Oui, je viens d'arriver. Aujourd'hui, donc j'aimerais chaque fois travailler un thème avec vous. Et chaque fois, vous me direz à chaque séance quel thème vous voulez travailler. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif, c'est qu'on fasse ça vraiment très régulièrement. Et la régularité fait que vous allez acquérir des réflexes. Et chaque fois, ces cours de révision, en fait, je les fais à la en fin novembre. Là, c'est bien, on commence en septembre. Donc, pour vous, ça va être, je pense, assez important. Donc, on m'a demandé, je ne sais pas si c'est là, bon, peu importe, on m'a demandé de travailler un peu le chapitre 7 avec vous. Le chapitre 7, déjà en termes de méthodologie, il faut arriver à le travailler de manière séquentielle. C'est-à-dire, d'abord, on regarde le microfilament actine. Quand on a maîtrisé le microfilament actine, on regarde le microtubule. Et quand on a travaillé le microtubule, on regarde le filament intermédiaire, sachant que le microfilament actine, c'est le gros pavé, le microtubule, c'est un peu plus petit, et le microfilament actine, filament intermédiaire, c'est encore un peu plus petit. Donc, déjà, vous allez, avant toute chose, vous allez aller, et là, j'aime bien vous prendre à contre-pied, vous allez dans le chapitre 4, figure 17. Donc, figure 4, figure 17, chapitre 4. Alors ça, c'est un schéma qui est capital. Parce que dans ce schéma-là, on vous montre dans le détail comment marche un cytosquelette. Si ça, vous ne le maîtrisez pas, vous ne pourrez pas avancer. C'est-à-dire que ici, le cytosquelette ici, c'est un des exemples. C'est un des exemples de la formation du cytosquelette. Ici, quand il y a marqué XDP, ça peut être soit ATP, soit XDP, soit ADP, soit GDP. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi le XDP? Ok, c'est en fait l'actine ou la tubuline qui est riche, qui a fixé un ADP ou un GDP. Ok, c'est-à-dire qu'ici le schéma pour moi il est un peu mal fait. Ok, si je le refaisais par exemple, je mettrais ici par exemple l'actine avec l'ADP. Ok, là on vous met juste que tout ça c'est ADP plus actine. Donc là si vous voulez, ADP plus actine. Ici, si vous voulez. D'accord? Et dans tous les cas, la première étape d'un cytosquelette inactif qui ne sert à rien, c'est quoi? C'est le monomère, qui peut être soit l'actine, soit la tubuline, le monomère, plus ADP pour l'actine ou GDP pour la tubuline. Ça, c'est un cytosquelette qui est inactif, qui ne sert à rien, qui est pas fonctionnel. Alors, juste je fais une parenthèse, quand on parle du cytosquelette, faites attention, il y a plusieurs choses. Il y a la route, ok, le cytosquelette microfilament d'actine ou microtubule. Et après, il y a des protéines associées. Ça, par exemple, les protéines motrices. Ici, avec la vésicule. Ok, kinéine, kinésine, on va le voir. Ou myosine, type 1, type 2. Ok, donc faire bien le différence, ne pas tout confondre. Il y a le cytosquelette en lui-même, celui qui a le rôle principal, disons. Et après, on a en deuxième chose les protéines motrices. Ici, les protéines motrices pour le déplacement. On a comment s'appelle la calpaïne, celle qui est détruite. La gelsoline, celle qui va détruire le microfilament d'actine. Calpaïne, je crois que c'est pour le filament intermédiaire. Bon, etc., etc. Donc, il y a le microfilament d'actine, la route. Donc, c'est là ce que je suis en train de parler à l'instant. Et après, il y a les protéines motrices, ou en tout cas les protéines secondaires, adjacentes. OK. Donc là, je reviens au chapitre 4. Lorsqu'on a une actine
on va prendre l'exemple de l'actine qui est couplée à l'ADP, il est inactif. Mais lorsqu'on va avoir un échange, donc là l'échange, ben, il est développé, ça c'est en fonction de ce qu'on a, ok. L'échange qu'on a pour passer par exemple d'un actine actif inactif à l'actine actif, ok, ben ça va être quoi par exemple? Qu'est-ce qui va permettre de passer de l'ADP à l'ATP? C'est un échange, ce qu'on appelle l'échange. Attention, c'est pas une phosphorylation. Parce qu'on ne passe pas d'un ADP à un ATP parce qu'on a rajouté un phosphate. C'est ce qu'on appelle un échange. Faites attention à ça. L'échange, c'est ça qui va permettre de passer d'un ADP à un ATP. Et là, on a ce qu'on appelle la polymérisation du cytosquelette. Et on a donc la suite du schéma. Restez dans le schéma de la figure 4, s'il vous plaît. On a donc XTP ici. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On va prendre l'exemple de l'actine qui est couplée à l'ATP. Et là, il va faire ce qu'on appelle une polymérisation. C'est le microfilament d'actine qui est actif. Maintenant, on n'en a plus besoin pour X raisons. Alors, dans quel moment on n'en a plus besoin, par exemple? On veut le casser. Par exemple, une exocytose. Lorsqu'on veut déformer la membrane localement au niveau de l'exocytose, ok, eh ben on va casser le microfilament d'actine et on va faire ce qu'on appelle une hydrolyse. L'hydrolyse du microfilament d'actine va permettre, ok, de revenir à l'état de monomère. Donc on est passé d'un monomère à un polymère et on revient à un monomère. Et là, ce qu'on appelle l'hydrolyse. On peut faire exactement la même chose avec la tubuline pour le microtubule. Okay. On a un échange, puis on a une hydrolyse, polymérisation de microtubule, et après on revient au stade de monomère. Ok. Alors ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que ça ne parle pas que du cytosquelette. Ici, je fais juste une parenthèse, mais ici, c'est même la même chose pour les HSP. Donc vous imaginez chaque fois un HSP, il a toujours ce cycle-là. Il est couplé soit à l'ADP, soit à l'ATP. Échange, hydrolyse. Échange, hydrolyse. Pareil pour les protéines G. Une protéine G, soit elle est couplée au GDP, soit elle est couplée au GTP, en fonction d'un échange et d'une hydrolyse. Si on prend par exemple l'exemple de la protéine G ARF. Rappelez-moi, ça sert à quoi la protéine G ARF? Pardon? Elle sert au recrutement des revêtements. Donc ça, c'est figure. Combien Lorraine? Voilà, figure 27, même 28, du chapitre 8. Ok? C'est ce qu'on a vu au stage de pré-rentrée. Donc, dans ces schémas-là, la protéine G, elle était sous forme de monomère. Alors, je ne sais pas si on appelle ça monomère, mais bref, elle était sous forme inactive. Non, on n'appelle pas ça monomère. Sous forme inactive. On a eu un échange. Donc, ici, dans le cas de la protéine GARF, c'est la protéine Jeff qui va permettre l'échange. Et après, elle devient active. Elle va aller donc dans la membrane d'enveloppe de la, comment s'appelle, du compartiment donneur. D'accord? Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, quand on parle du cytosquelette, c'est la première image que vous devez avoir. C'est quoi cette image-là? C'est de savoir qu'on a un cytosquelette qui peut être sous forme de monomère, des fois sous forme de polymère. Comment on passe de l'un à l'autre? Ça c'est la première chose. Donc, on va revenir donc au chapitre 7. Et dans le chapitre 7, vous allez aller à l'un des premiers schémas qui est un peu mieux fait et qui résume ce que je viens de dire à l'instant. Alors, c'est le schéma. Voilà. C'est la figure 4. La figure 4. Alors, voilà, figure 4 du chapitre 7. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a un actine, puisque là on parle, donc là maintenant on va rentrer dans le microfilament d'actine et que dans le microfilament d'actine. On a une actine monomère qui est couplée à l'ADP, on va avoir un échange, il va y avoir une polymérisation. Là, à prendre parfaitement l'extrémité plus
qui va polymériser plus rapidement, moins qui va polymériser moins rapidement. Et très important ce schéma à savoir aussi, les deux drogues. C'est quoi? Phalloïdine et cytocalasine. Phalloïdine, elle bloque la polymérisation. C'est ça? Voilà. La phalloïdine, elle bloque la dépolymérisation. La cytocalasine, elle bloque la polymérisation. Donc ça, encore une fois, hein, à qui j'ai dit ça hier? Ah oui. Oh, ouais, voilà. Hier, j'étais au cabinet. Okay, j'ai mon assistante. Chaque fois, quand je dois faire un acte, il y a un truc qu'elle oublie chaque fois. Et parce que tu sais, quand nous on fait un acte, elle doit me donner ça, et ça. Il y a 4, 5 choses qu'il faut. Et chaque fois, elle me dit, ah, j'ai oublié de ça. J'ai dit, vous savez, moi, en première année de médecine, qu'est-ce que je faisais quand il y a un truc que je n'arrivais pas à retenir? Je mettais une fiche devant ma figure tous les jours, je l'accrochais, je mettais exactement là, et ça me dit quelque chose que je ne retenais jamais cette histoire-là. La preuve, je me suis trompé. Je le mettais dans la figure pendant une semaine. Au bout d'une semaine, chaque fois que je me levais la tête, je la voyais. En une semaine, c'est bouclé. Donc vraiment, un truc que vous ne retenez pas. Et ça, juste par curiosité, qui ne le savait pas ça? Alors ça, tu vois, Maëva, pourtant on l'a dit au stage de pré-rentrée. Ça, c'est le genre de choses. Je n'ai pas dit que c'est facile à retenir, mais vous faites des trucs pour que vous reteniez. Okay, c'est con de se faire avoir sur ça à l'examen. Bon, bref. Ah non, ça ne peut pas plus si ça marche pas. Ah non, non, non. Même si la première fois qu'on passe de la tête, on n'est pas rentré. Mais tu le vois? Ah oui, si tu ne le vois pas. Quoi? Tu le vois tout le temps, tu ne retiens pas. Alors, accroche-le dans. Hein, tu te fais des. Ah ouais, mieux. Tu as un téléphone, un smartphone, tu te fais des rappels. Ou en fond d'écran, voilà. Tu te fais des rappels toute la journée. Ah, phalloïdine machin. Ah, phalloïdine machin. Ah, phalloïdine machin. Bon, bref. Donc ici, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a plus besoin de la polymérisation? On a une dépolymérisation avec une hydrolyse de l'ATP. Attention, hydrolyse de l'ATP qui va permettre. Juste en haut, pour le schéma général, la figure bleue, le schéma général, faites attention que aussi, dans l'aspect général du cytosquelette, il faut bien retenir que microtubules et microfilament d'actine, ça marche de la même manière. ATP et GTP, échange hydrolyse. Alors que filaments intermédiaires, ça ne marche pas du tout de la même manière. Il n'y a pas de nucléotide du tout pour les filaments intermédiaires. On reverra. Filaments intermédiaires, on a soit une glycosylation, soit une phosphorylation, soit une déphosphorylation, soit je ne sais pas quoi. Farnésisation, c'est l'accrochage d'un acide gras. C'est quoi une c'est bon, farnésisation? Accrochage d'un acide gras, Anis? Ok. Donc, ici, dans le schéma, attention, dans votre tête, vous devez avoir chaque fois les choses très claires. Actine, échange ATP-ADP, microtubule GTP-GDP, et enfin, filament intermédiaire, vous avez donc notre ami avec les modifications, on va parler bien, modifications post-traductionnelles. D'accord? Ok. Juste, je pense que la figure 5, la figure 5 est à voir à la fin quand on a tout fini de travailler. Puisque c'est un résumé de tout. Donc on ne va pas s'amuser là maintenant parce qu'on va le voir de suite. Mais j'aimerais qu'à la fin, on voit. Alors, maintenant, on va parler des protéines motrices. Je veux bien que ça soit séquencé dans votre tête. Là, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de parler de la route. Le microfilament d'actine, ça marche comme ça. Il y a une hydrolyse, un échange, ATP, ADP. Bon. Maintenant, on va parler des protéines motrices. Pour le microfilament d'actine, c'est facile, il n'y en a que deux. Myosine type 1, myosine type 2. Myosine type 1, elle a une queue courte, myosine type 2, elle a une queue longue. Myosine de type 1 et 2, pour être activée, elle a besoin d'être phosphorylée. Ça, c'est la base. Donc, phosphorylation est nécessaire pour ça. Juste une petite question. Qui aussi, excusez-moi, est activé par une phosphorylation? Je donne une image à celui qui me répond. Alors, d'accord, mais hors cytosquelette. Il y a un autre schéma dans le livre, hein, qu'on avait vu au stage, pour ceux qui étaient avec nous. Il y a un autre schéma qui dit qu'il y a une molécule quand la phosphorylation devient active. Alors, les kinases, elles permettent la phosphorylation, mais elles-mêmes. NF-kappa B, c'est le contraire. Ah oui, si tu veux. Mais NF-kappa B,
quand on phosphoryse l'IKB, il dégage et ça laisse les deux sous-unités primaires. Donc c'est. Vas-y, Myriam. Myriam. Ah, l'arestine. Ryan, bravo. Alors regardez le dernier schéma, l'avant-dernier schéma du chapitre 11. Donc la figure 27. Vous voyez que l'arestine, figure 27 du chapitre 11, vous voyez que l'arestine, elle est phosphorylée. Ici. L'arestine, elle est activée par une phosphorylation. Et ce qui est étonnant dans l'arestine, c'est qu'ici, son rôle, c'est quoi? C'est de choper des ions phosphate et permettre une endocytose. Okay, vous vous rappelez, l'arestine, elle a ce rôle-là de faire en sorte qu'il y ait des endocytoses au niveau de ces récepteurs transmembranaires. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arestine, elle fait quoi comme autre rôle, elle, justement pour le NF-kappa-B? Elle est dans la figure. Pardon? Elle bloque l'activation. Elle bloque les kinases. Alors, regardez dans le schéma du NF-kappa-B, je crois que c'était figure 5, chapitre 4, figure 9, c'est ça? Voilà. Vous voyez que l'arestine, c'est un des endroits où on le voit. On se rappelle, chapitre 4, figure 9, on voit que l'arestine, elle a comme but aussi d'inhiber les kinases et donc d'inhiber l'activation du NF-kappa-B. Donc effectivement, dans l'idée qui est la nôtre, on a effectivement l'arestine qui a un rôle, disons, un peu ambigu. Ok? Bon. Donc ça, c'était pourquoi j'ai parlé de l'arestine. Oui, parce que la myosine, pour que vous reteniez que les myosines ont besoin de phosphorylation pour être activées. Donc pour revenir au chapitre 7, figure 5, ouais, 6, je crois. Ok. Maintenant, il y a deux types de myosines. On l'a vu au stage un peu, j'aime beaucoup. Il y a myosine type 1. Elle sert à quoi la myosine type 1? Transport des vésicules. Myosine type 1, donc transport des vésicules. Myosine, j'ai l'impression d'être dans la vidéo d'être très très gros. Alors regardez, ceux qui me... non, ça me grossit de faute. Je ne suis pas gros comme ça dans la vidéo. Oui? Alors, myosine type 1 sert au transport des vésicules et myosine type 2 sert à quoi? La contraction musculaire. Mais encore une fois, je répète, dans les deux cas de myosine, on a activation par une phosphorylation. Et attention, je répète aussi, deuxième élément caractéristique des myosines, c'est que la myosine de type 2 et 1 ont les deux une tête ATP-asique. C'est-à-dire quoi une tête ATP-asique? Ça veut dire qu'il y a une hydrolyse de l'ATP de ces myosines qui vont leur permettre leur mouvement. D'accord? Alors, si on étudie de près le rôle de chacun, donc on a microfilaments d'actine ici, la vésicule ici, myosine de type 1 ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la myosine de type 1, elle va dans cette direction du moins au plus. Ok? Donc la myosine du type 1, elle va du moins au plus. Alors que microfilament d'actine, lui, il va du plus au moins. Ça, c'est le mouvement un peu inverse de la myosine et de l'actine. D'accord? C'est le mouvement inverse de la myosine et de l'actine. Pareil, comment on active une myosine type 2? On la phosphoryle et elle se met en filament bipolaire. Ça, c'est la figure 6 en haut. Vous voyez qu'elle n'est pas active au début. On l'active en mettant donc, un filament bipolaire en la phosphorylant, on fait un filament bipolaire qui ne bouge plus, longueur constante et segment immobile. Et lorsqu'elle va s'accrocher au microfilament d'actine, parce que c'est toujours ça, c'est qu'elle va s'accrocher au microfilament d'actine, elle va juste avoir un mouvement de balancier de la tête, ok, avec hydrolyse de l'ATP. Et là, c'est le microfilament d'actine
les microfilaments d'actine qui bougent, encore une fois, du plus au moins. Mais le myosine type 2 ne bouge pas. C'est clair ou pas? Je répète, myosine type 2 ne bouge pas, alors que myosine type 1, il bouge. Tu vas me dire que c'est une hydrolyse et puis une diabète. Alors, oui. Oui. Le seul truc, c'est que le myosine type 2, il va avoir un mouvement de balancier de la tête ATPasique lorsqu'il va avoir donc une contraction musculaire, qu'on va voir tout à l'heure. Mais, mais voilà, le myosine type 2, lui, ne bouge pas. C'est juste qu'il a juste un mouvement des têtes. Okay, mais il a une longueur constante. OK? Ça, c'était le myosine type 1, type 2. Dans la figure 9, qui est capitale, on a un autre aspect, c'est la queue d'actine. Alors faites attention, ici, dans la figure 9 du chapitre 7, on est en présence d'une queue d'actine. Excusez-moi, le général, c'est une transiteuse. OK? C'est une transiteuse. Et dans cette transiteuse, on a trois mouvements distincts, l'endocytose, le transport à l'intérieur, plus l'exocytose. L'endocytose, on imagine qu'il y a eu ici une action dynamine qui va permettre l'étranglement de la vésicule. Hein, vous imaginez bien ici la dynamine? Ouais, on est au niveau d'une pôle postérieure de la cellule. OK? On est d'accord, on est au pôle postérieur de la cellule? Parce que la cellule, elle avance. Elle avance comment elle avance? Elle bouge comment? Parce qu'on a des exocytoses et des endocytoses. OK? Et donc, le pôle à gauche, où il y a l'endocytose ici, c'est le pôle arrière. Il est marqué dans le truc, c'est arrière? Voilà, c'est arrière. OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la queue d'actine, question pour Élie, est-ce que dans cette queue d'actine, on trouve de la myosine dans le déplacement de la vésicule? Il n'y a pas de myosine. Très bien. Ici, il y a une protéine qui s'appelle ARP2-3 qui va permettre la polymérisation de cette queue d'actine. Alors, qu'est-ce qui intervient également? C'est la dynamine. Alors, ne me dites pas pourquoi. C'est juste que, et vous, peut-être le prof il l'expliquera, on sait juste qu'à l'intérieur de cette queue d'actine, qu'est-ce qui va permettre aussi la polymérisation de cette queue d'actine? C'est aussi la dynamine. La dynamine intervient dans cette queue d'actine. OK. Donc après, on a notre vésicule qui passe donc par là. Alors on avance un peu sur le microtubule, hein, mais en gros, on a notre cellule ici. Les périphéries, c'est plus. Où il y a le noyau, c'est moins. Du plus au moins, c'est la dinéine. Et du moins au plus, c'est la kinésine. Donc ça, c'est pour les microtubules. Donc pareil, ici, on a un microtubule. C'est la route. On a la vésicule et on a les pieds. Soit dinéine, soit kinésine. Du moins au plus ou du plus au moins. Donc ici, la première étape, c'est du plus au moins. On est d'accord? Donc, qui va s'occuper? La dinéine. Alors, faites attention. Dinéine, kinésine, myosine, ce sont des ATPase. Microtubule, c'est une GTPase. Et microfilament d'actine, c'est une ATPase. OK? Jusqu'au l'endosome, donc on a jusqu'au centre cellulaire, avec les 9 triplés de microtubules qui représentent les centrioles. 2 centrioles disposées perpendiculairement l'un à l'autre, ça fait le centrosome, donc qui est le pôle négatif de la cellule. Puis après, qui prend le relais? C'est la kinésine. Donc je répète, hein, microfilament d'actine, c'est en périphérie de la cellule à vitesse lente, sur de courtes distances. Je répète, microfilament d'actine. Alors, périphérie, c'est pas tout le temps vrai, puisqu'il y a des fois même le centre, mais microfilament d'actine, c'est courte distance, vitesse lente. Microtubule, sur de longues distances, vitesse rapide. Puis, comment on va faire l'endocytose? Qui va prendre le relais? La myosine de type 1.
qui va aller donc qui va marcher sur sa route qui est le microfilament lactine. Et là, on a une hydrolyse du microfilament lactine qui va s'occuper de la cassure du microfilament lactine, la gelsoline, qui n'est pas exprimée ici de manière claire, mais ici, on peut imaginer donc la gelsoline. Et on a après l'endocytose. Donc, phénomène, donc la gelsoline, excusez-moi, la gelsoline, elle est calcium dépendante. Vous vous souvenez? La gelsoline, elle est calcium dépendante. C'est-à-dire qu'on a besoin de calcium, elle a besoin de calcium pour pouvoir fonctionner. Okay. Quelqu'un pourrait me dire de manière globale la contraction musculaire, comment ça va? Allez. C'est un mec dans la rue qui vous dit « Explique-moi ce que c'est la contraction musculaire. Comment ça marche? Ça m'intéresse. » Oui, mais est-ce que tu pourrais le décrire ça ou pas? Il faut s'attendre à tout dans la vie. Des gens qui t'abordent comme ça, ils disent « Explique-moi ce que c'est la contraction musculaire. » Donc, il y a un signal qui arrive au cerveau. Qui arrive, qui part du cerveau. Très bien. Donc, par exemple, ou après, il va. Vraiment, c'est vague. Bon, c'est vague. Elle a écrit Juliette, c'est bien. C'est pour ça que je t'interroge à toi, parce que je sais que Juliette, c'est. Alors, c'est très simple. Vous allez juste aller dans la figure 21 du chapitre 9. Donc William, si on te pose la question. Pardon? Chapitre 11, excusez-moi. Figure 21 du chapitre 11. Donc déjà, quand tu parles de contraction musculaire, c'est ce schéma qui doit venir en premier à la tête. On a donc page 166. Donc on a l'axone, okay, qui va diffuser un potentiel d'action, okay, au niveau de la cellule axonale. Ce potentiel d'action va activer, ne regarde pas moi, regarde le schéma, tu me troubles. Le potentiel d'action va activer un canal calcium potentiel dépendant. Est-ce que tout le monde y est? On est en haut du schéma. Donc ici, le potentiel d'action va activer le canal calcium potentiel dépendant. Qui va donc, attention, c'est pas ligand dépendant ici. C'est un potentiel d'action qui l'active. Qui va activer, qui va libérer du calcium à l'intérieur de la cellule. Et vous savez très bien que le calcium, il a comme rôle de pouvoir provoquer des exocytoses. Et donc, il va provoquer des exocytoses de quoi? D'une molécule qui s'appelle l'acétylcholine. Donc déjà, si tu lui dis ça au bonhomme, William, là, tu le calmes. Si c'est pas barré déjà, c'est déjà pas mal. Non, l'acétylcholine, il va aller dans la fente synaptique. Donc ça, dans le tissu musculaire que vous allez faire bientôt, ça va être décrit encore beaucoup plus précisément. Et donc, l'acétylcholine va après sur la cellule musculaire. Bah oui, le but, c'est qu'on aille dans une cellule musculaire. Et c'est dans cette cellule musculaire qu'il y a ce phénomène de myosine, etc. Okay, donc ça, c'est votre schéma général. Il y a le potentiel d'action qui part, le truc électrique, l'acétylcholine qui va activer la cellule musculaire, et dans cette cellule musculaire, il y a la myosine type 2, et le microfilament lactine, et tout le pataquès, de suite. Ici, juste par précision, l'acétylcholine, vous le savez sur quel récepteur il peut se mettre d'habitude? Alors, l'acétylcholine, effectivement, son récepteur principal, c'est le RCPG. 7 domaines transmembranaires. N-glycosylé. C'est clair? N-glycosylé, tout ça? Ici, ce n'est pas le cas. L'acétylcholine se fixe à un récepteur à 4 domaines transmembranaires, qu'on appelle un récepteur ionique. OK? Et récepteur ionique qui va provoquer ce qu'on appelle une dépolarisation, une excitation de la cellule. Comment ça se passe?
c'est quel ion qui sort beaucoup? C'est le Na. Et qui rentre beaucoup, c'est le potassium. C'est au contraire. C'est que c'est ça? Potassium. Voilà. Je crois que le Na, excusez-moi, ça ne sonnait pas bien. Il me semble que le Na rentre beaucoup et le potassium sort beaucoup. C'est normal parce qu'il faut qu'on soit dans le sens du gradient de concentration. On n'est pas dans le sens inverse, sens du gradient de concentration. Donc, on tenait comme ça. Le Na qui rentre, le potassium qui sort. Ça, c'est ce ça provoque une dépolarisation de la cellule, une activation de la cellule. Regardez l'onde de dépolarisation qui continue dans le tubule T, donc dans l'invagination de la membrane plasmique, dans la tubule T, et qui va activer, grâce à la triade, ok, que vous connaissez bien, qui va activer un récepteur dans le réticulum endoplasmique de la cellule musculaire qui s'appelle le réticulum sarcoplasmique. Faites attention ici, c'est un récepteur qui va libérer du calcium. Comment il s'appelle ce récepteur qui est dans le réticulum endoplasmique qui libère du calcium? Alors, calséquestrine, c'est la protéine chaperon soluble, qui est d'ailleurs qui stocke le calcium dans le réticulum sarcoplasmique. Et là, on parle d'un récepteur qui va permettre la sortie du calcium dans le cytosol. Canal de libération du calcium, comment ça s'appelle? Alors, c'est le canal, effectivement, de la ryanodine. Alors, j'ai voulu vous piéger, en fait, je me suis loupé. Mais en fait, on pourrait dire, ah non, mais ici, c'est un récepteur IP3 qui fait sortir le calcium. Le récepteur IP3, vous connaissez? Il y a l'IP3 qui arrive, qui fait sortir le calcium. C'est même facile. Sauf qu'ici, vous voyez que c'est un potentiel d'action qui l'active. Ce n'est pas un IP3. C'est partie des pièges que je vous ferai. Ah bah oui. Ah, si on te dit maintenant, dans ce schéma, on te met un truc, dit, en outre, la sortie du calcium pourrait être obtenue également par récepteur IP3. C'est vrai, mais là, non. Okay. Et le calcium qui sort. Et là, il y a contraction musculaire. Et là, on va repasculer donc, dans le chapitre 7. Et là, c'est figure donc, 10, 11 et 12. Page 90. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'augmentation de calcium, regardez la figure, excusez-moi, on va commencer par la figure 11. Regardez, on est exactement là, on a la membrane de la cellule musculaire qui s'appelle le sarcolème. On a le tubule T et on a notre réticulum sarcoplasmique. On y est? Tout le monde est bon? Le potentiel d'action arrive, libère le calcium et on en est là. Et juste en dessous, qui n'est pas du tout fait à l'échelle, bien évidemment, juste en dessous, on a notre unité contractile musculaire qui s'appelle le sarcomère. Donc on est là, on est à ce moment-là. Cellule musculaire, on a le sarcomère qui est là, présent. Alors, avant de continuer ce schéma, on va aller à la figure 12. Et là, on revient. Augmentation de calcium. Vous voyez le calcium qui arrive? Il provient du canal de la ryanodine. Mais avant que le calcium arrive, on avait tranquille notre microfilament d'actine détente qui est stabilisé par notre nouvelle molécule qui s'appelle la tropomyosine. La tropomyosine, elle, son objectif, c'est de stabiliser, qui va masquer le site de fixation, okay, du microfilament d'actine. Le site de fixation de quoi? De la myosine type 2. D'accord? Parce que c'est la myosine type 2 qui va aller sur notre ami, lors de la contraction musculaire, sur notre ami, le microfilament d'actine. Tout le monde est clair? Vous vous rappelez le récepteur nucléaire avec les parts? Donc, il y a les parts qui sont sur le domaine E, les HSP 70, HSP 90, etc. Et quand l'hormone stéroïde arrive, elle fait dégager les parts. Mais les parts, elles jouent un rôle de quoi? Elles vont masquer le site de fixation de l'hormone stéroïde. Là, c'est la même chose. Ici, la tropomyosine, elle va fixer le domaine de fixation à la myosine. C'est clair? Donc, le calcium, son rôle, c'est de faire dégager la tropomyosine, que la myosine type 2 qui était préalablement activée va se mettre sur
sur le site de fixation du microfilament d'actine. Je répète, le filament bipolaire de myosine type 2 ne bouge pas. On a glissement du microfilament d'actine et mouvement de balancier de la tête avec l'activation de l'ATP. C'est pour ça qu'on dit que la contraction musculaire, finalement, elle est ATP-asique. Elle consomme de l'énergie. Donc pareil, quand on regarde en haut, on regarde les choses avec un peu plus de hauteur. Comment ça se passe au sein du... Parce que je vois la figure 12, ça se passe dans le sarcomère. Tout se met dans... C'est tout dans le sarcomère. Et le sarcomère, il a cette tronche-là. C'est facile le sarcomère. Hein. Pareil, hein, on vous dit, à quoi c'est quoi un sarcomère? Mais c'est facile un sarcomère. Ça a deux trucs comme ça. Ici, disque sombre et deux disques clairs. Ici, ici. Dans le disque sombre, il y a la myosine type 2 qui ne bouge pas. Les filaments bipolaires. Et dans les disques clairs, on a un microfilament d'actine qui vont, eux, bouger. Oh, mais ça ne dit pas ce que c'est alors. Ils me disent qu'il y a dedans. Oui. Pourquoi je ne sais pas ce que c'est? Tu as stylo dans la figure ou quoi? C'est ce qu'on appelle le sarcomère. C'est l'unité contractile musculaire. Comme si je te dis que dans tes cheveux, il y a des cellules, il y a la kératine, ou je sais pas quoi. Le cheveu, c'est quoi? C'est ce qui constitue la partie pileuse de ta tête. Bon, bref, je pense que je rentre dans une discussion avec toi. Ok? Est-ce que c'est clair? Alors, notre point, par contre, tu as le droit de m'attraper là-dessus, c'est que j'ai oublié de parler des disques Z. Les disques Z, qui sont l'extrémité du sarcomère, ils sont riches en disques. En quoi? En alpha-actinine et je crois autre chose. Non, bon, déjà, alpha-actinine, c'est pas mal. Alpha-actinine. Et je crois qu'à la fin, et même de la décimine, je crois, on va le revoir ça. Juste retenez ça. Donc ça, c'est la tronche que ça a un sarcomère. Donc, si on dézoome un peu, regardez la figure 11, on a les disques sombres, les disques clairs qui se raccourcissent, le disque sombre avec la myosine type 2 qui ne bouge pas. Et donc, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'augmentation de calcium qui a libéré la tropomésine, etc. Diminution, donc raccourcissement du sarcomère, ok, avec mouvement de tête du balancier de myosine type 2 qu'on ne voit pas ici, avec donc, hydrolyse de l'ATP. Alors, juste aller dans la dernière figure du chapitre 7, dernière, figure 30, me semble-t-il. Ça, c'est les photos d'année? Non, c'est la D'accord. C'est ce que je disais. Regardez, juste, on a notre myosine, notre sarcomère, avec le disque Z. Regardez par quoi est relié le disque Z? Par la desmine. Donc, au niveau du disque Z, il y a de l'alpha-actinine. Et là, peut s'accrocher un filament de desmine qui va relier, voilà, qui va relier le sarcomère au reste de la cellule. C'est un peu le but de ce schéma, c'est de vous montrer qu'en gros, de la matrice extracellulaire jusqu'à l'unité contractile, donc le sarcomère, on a un lien entre tous. Vous voyez qu'entre la laminine, l'intégrine, la filamine, jusqu'à la desmine, on peut relier tout ça jusqu'au disque Z. Okay, et jusqu'à même l'enveloppe nucléaire. D'accord? Alors, est-ce que... Donc après ça, c'est tout le microfilament d'actine. Juste dernière chose, la protéine G en question, là aussi, hein, pendant les jours de révision, on pourra faire un thème protéine G, etc. Mais là, ici, la protéine G, c'est la protéine G rho qu'on a dans la figure 14. Protéine G rho, son objectif de la protéine G rho, c'est de permettre l'agencement, le bon agencement du cytosquelette. L'agencement. Tu ne connais pas le mot? Alors,
Agencement. Non, non, non. Un agencement, c'est ouais, c'est quand on dit tu fais une bonne agence, un bon agencement, c'est que tu organises bien. Donc ici, tu vois vous voyez à gauche que le cytosquelette il est tout éparpillé de partout, donc il est en mauvais agencement, si tu veux. Et donc qu'est-ce qui va se passer? L'intégrine va se fixer à la matrice extracellulaire. Rappelez-moi, l'intégrine, il peut se fixer à quoi? Il peut se fixer au segment RGDS de la fibronectine, ok? Et il peut aussi se fixer à la laminine, ok? Ici, la laminine, elle a un truc central ici, ok? C'est là où va se fixer la l'intégrine, ok? C'est clair? On va croire après que je vous ai fait un cours de catéchisme, hein, mais de toute façon, c'est... Ok, donc, finalement, on a quoi ici? On a l'intégrine qui se fixe à la matrice extracellulaire, qui va faire en sorte d'activer notre protéine G monomérique Rho, qui va, elle, activer les microfilaments d'actine, et entre nous, il active plus que les microfilaments d'actine, il active beaucoup plus de choses que ça. Aussi les microtubules, en faisceau parallèle, et je crois qu'il m'a fait contacts focaux. Alors, regardez les contacts focaux. C'est ce qu'il y a dans la figure 8. La figure 8 du chapitre 8. On constate que les contacts focaux, c'est des régions où il y a des fibres de stress qui sont situées dans une cellule comme ça, en périphérie. Vous voyez les contacts focaux? Voilà, exactement, ils sont là. Donc, c'est à ce niveau-là que la protéine G, elle va être active. Okay. Donc, si on vous pose ce schéma, ce schéma de la figure, c'est quoi la figure combien? 8. Bon. Si on vous dit qu'il y a la protéine G qui peut organiser le cytosquelette à ce niveau-là, bon, voilà. Vous saurez que c'est au niveau des fibres de stress, contacts focaux. Oui. Il y a une question? La kinase, oui. Ben, je ne sais pas. Je sais pas exactement cette kinase FAC là. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça vous... C'est marqué dans votre cours, mais bon, c'est pas l'information. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Alors, chapitres 7, 8, 9 et 10, malheureusement, je ne peux pas les faire d'un coup. Mais voilà, vraiment, ne me prévenez pas en amont. Même si vous voulez me prévenir en amont, il n'y a pas de souci, moi je ne prépare pas, mais à chaque séance, vous me dites, voilà, Dan, on aimerait faire cette partie-là. Si on peut, on pourra continuer le chapitre 7 la prochaine fois pour remettre les choses en place. Mais voilà, je pense que si on fait des séances comme ça, qu'on arrive à chaque fois à avoir des trucs, là, on va beaucoup avancer. OK? Oui? Je réponds aux questions. Pour la finance FAC, je crois, elle sert à l'adhésion dans les... Ah, peut-être. Et focale, adhésion kinase. Ah, c'est possible. Ah, focale. Adhésion. Mais quoi? Fac, ah, c'est avec un K, fac? Fac? Oui. Ah, je c'est avec un Q. Exactement, tu vois. Donc, fac, la kinase fac, ça sert à quoi? À l'adhésion aux contacts focaux. Parfait. Tu vois, on est dans le timing. Voilà.